Aucun char, aucun coup de feu, le basculement a été silencieux, dans un pays sous pression continue. Selon le récit, le plan n'attaquait pas un palais sans barricade ni radiosaisie, mais la capacité de voir, drone aveuglé, centre de commandement, réduit au silence, force au sol exposée, pendant que d'autres préparaient l'ombre depuis l'exil. Si la bataille se gagne dans les câbles, que dit cela d'Ibrahim Traoré? Et quand les signaux sont interceptés, la porte se ferme avant le crime, puis viennent des arrestations tardives. Sans résistance, sans spectacle. Ce récit promet de montrer pourquoi cet épisode ne relève ni du hasard ni d'une simple rivalité de personnes, mais d'un test beaucoup plus large sur la solidité d'un État sous contrainte. L'enjeu est clair, comprendre comment une tentative presque invisible peut menacer davantage qu'une attaque ouverte parce qu'elle vise l'architecture de décision plutôt que les symboles. Pour le public, le bénéfice est précis. En 10 minutes de lecture attentive, saisir comment le pouvoir contemporain se déplace vers les données, les réseaux et la crédibilité, et pourquoi cela concerne directement la sécurité quotidienne. Le risque, lui, est double. D'un côté, sous-estimer ces opérations discrètes conduit à les répéter jusqu'à ce qu'elles réussissent. De l'autre, les surestimer alimente une peur diffuse qui fragilise la confiance entre institutions et citoyens. Ce qui suit ne cherche donc pas à dramatiser, mais à démonter un mécanisme, comment des réseaux anciens tentent de se réactiver, comment ils promettent plus qu'ils ne livrent, et pourquoi leur échec dit quelque chose de plus profond qu'une simple arrestation nocturne. La révélation clé tient en une phrase: cette tentative n'a pas échoué sur le terrain, elle a été neutralisée dans les flux. Selon plusieurs sources, les services de renseignement militaires ont intercepté et suivi les communications avant même que l'opération ne commence, ce qui a permis des arrestations sans un seul tir. Ce détail change l'échelle de lecture car il montre que l'enjeu principal n'était pas la force armée mais la maîtrise de l'information. Dans ce cadre, l'événement est souvent résumé comme un affrontement entre un ancien président et un nouvel ordre incarné par Ibrahim Traoré. Or, cette lecture personnalise excessivement ce qui relève d'une logique de réseau. Le cœur du problème n'était pas un homme cherchant à reprendre un palais, mais une architecture diffuse, conçue pour rester invisible, fragmentée en contacts isolés et promesses ciblées. La distance, notamment l'exil, jouait ici un rôle central. Elle offrait la dénégation, facilitait les engagements verbaux et diluait la responsabilité. Le contexte sécuritaire explique pourquoi cette approche était jugée viable. Pendant que des unités combattaient des groupes armés dans des zones reculées, l'idée était de frapper les yeux du dispositif, drone, centre de commandement, chaîne de coordination. Neutraliser ces éléments n'aurait pas créé de chaos immédiat, mais une vulnérabilité progressive, difficile à attribuer et donc à contrer publiquement. Cependant, un élément a été sous-estimé. Les sources décrivent une évolution interne des forces de défense, moins d'obéissance automatique, plus de lecture des schémas répétés. Quand les promesses d'appui extérieur manquent de preuves concrètes, la méfiance s'installe. Quand les mêmes noms disparaissent après les arrestations, la crédibilité s'effondre. C'est dans ce décalage que la tentative s'est révélée. Loin d'un coup spectaculaire, elle a exposé une réalité plus profonde. Un État qui apprend à observer ses propres failles et un pouvoir autour d'Ibrahim Traoré qui mise davantage sur l'anticipation que sur la démonstration de force. Pour comprendre les effets précoces de cette tentative avortée, il faut quitter la salle des décisions et regarder les relais intermédiaires, ceux qui traduisent des consignes abstraites en actions concrètes. Les sources évoquent des officiers de terrain, des intermédiaires logistiques et des contacts anciens recrutés un par un, rarement en groupe, précisément pour éviter toute visibilité. Ce choix limite l'ampleur apparente, mais accroît la fragilité dès qu'un maillon doute. Sur le terrain, l'impact immédiat n'a pas pris la forme d'un choc mais d'un gel. Des mouvements attendus n'ont pas eu lieu, des confirmations promises ne sont jamais arrivées, des communications ont cessé brusquement. Cette absence d'exécution est en soi un signal car elle révèle que la chaîne de confiance ne s'est jamais totalement refermée. Les acteurs intermédiaires, exposés sans garantie claire, ont hésité à aller plus loin. Ce décalage a produit un effet paradoxal. Au lieu de semer la confusion, il a laissé du temps aux services de renseignement pour observer, cartographier et vérifier les interactions. Les arrestations ultérieures, décrites comme nocturnes et sans résistance, illustrent cette temporalité maîtrisée
Rien n'a été précipité, car l'objectif n'était pas l'effet d'annonce, mais la compréhension du réseau. Dans ce contexte, le pouvoir en place, associé à Ibrahim Traoré, apparaît moins comme un acteur réactif que comme un système attentif aux signaux faibles. L'effet immédiat n'a donc pas été visible dans la rue, mais concret dans les comportements. Prudence accrue, rupture de contact et surtout disparition rapide des soutiens supposés lorsque les risques sont devenus personnels. Le sens est clair et tient en peu de mots. Une manœuvre invisible peut échouer dès que la confiance se fissure. Le processus initial ne s'est pas fait par une annonce, mais par une série d'initiatives discrètes étalées dans le temps. Les sources décrivent un schéma progressif, prise de contact individuel, rappel de liens anciens, promesses calibrées selon le profil de chaque interlocuteur, rien de massif, rien de coordonné publiquement. L'objectif était d'assembler une capacité suffisante sans créer de traces visibles, en pariant sur la dispersion plutôt que sur la concentration. La montée en puissance s'est jouée sur un autre registre. Les communications se sont densifiées autour d'un point précis, la neutralisation des moyens de surveillance et de coordination aérienne. Ce choix n'était pas anodin. En visant les drones et les centres de commandement, le plan cherchait à affaiblir l'État sans provoquer de réaction immédiate. Pendant que des unités régulières combattaient des groupes armés dans des zones éloignées, l'idée était de créer un angle mort, puis d'exploiter cette vulnérabilité à distance depuis l'extérieur des frontières. Le moment de tension maximale n'a pourtant pas coïncidé avec une action visible. Il s'est produit lorsque les flux ont commencé à être surveillés de manière systématique. Chaque échange, chaque tentative de coordination, chaque promesse a été enregistrée. Ce suivi patient a transformé ce qui devait être une force, la discrétion, en faiblesse structurelle. Plus le réseau cherchait à rester invisible, plus il devenait lisible pour ceux qui observaient sur la durée. La suite des événements a été rapide et sans éclat. Une nuit, des arrestations ciblées d'Itché ont eu lieu, sans affrontement, sans résistance, sans indien, sans images spectaculaires. Les téléphones ont été saisis, les conversations reconstituées, les dénégations se sont effondrées les unes après les autres. Le public n'a appris l'existence de l'opération qu'après coup, lorsque les cercles proches des personnes impliquées ont été touchés. Ces événements ont déclenché des réactions contrastées. Dans certaines villes, des manifestations de soutien ont été observées, ailleurs des célébrations spontanées, mais l'essentiel s'est joué hors caméra. Les réseaux supposés solides se sont dissous presque instantanément. Les noms qui circulaient avant les arrestations ont cessé d'être mentionnés. Les soutiens évoqués à voix basse ont disparu dès que le risque est devenu réel. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme le centre d'un affrontement personnel que comme le point d'ancrage d'un système qui a privilégié la retenue. La stratégie n'a pas cherché la démonstration de force, mais l'épuisement d'un schéma ancien. Les répliques, enfin, dépassent l'événement lui-même. Elles installent l'idée qu'une tentative peut échouer non pas parce qu'elle manque d'ambition, mais parce qu'elle repose sur des promesses creuses et une crédibilité déjà entamée. Au point de départ, le référentiel est simple. Dans les tentatives de déstabilisation passées, l'échec se mesurait souvent par des affrontements visibles, des pertes humaines ou des divisions publiques. Ici, le contraste est net. Le passage du baseline à la delta se lit dans l'absence même de violence. Aucune prise de bâtiment stratégique, aucun échange de tirs, aucune paralysie prolongée des opérations sur le terrain. Ce décalage constitue le premier indicateur concret d'un changement de méthode. Un deuxième élément observable apparaît dans le temps. Les sources évoquent une surveillance étalée sur plusieurs semaines, voire davantage, avant toute interpellation. Cette durée est significative. Elle indique que l'objectif n'était pas une neutralisation rapide, mais l'accumulation de données, cartographier les contacts, identifier les relais, suivre les flux financiers et informationnels. Le delta ici n'est pas une explosion soudaine, mais une courbe lente où chaque jour supplémentaire renforce la compréhension du réseau. Le troisième indicateur concerne l'ampleur réelle du dispositif, contrairement aux récits qui évoquent parfois des complots massifs. Les arrestations rapportées ont touché un nombre limité d'individus précisément sélectionnés. Cette proportion réduite comparée à l'étendue géographique supposée du réseau révèle une structure creuse. Le baseline d'un mouvement capable de se déployer largement a laissé place à un delta, révélant une dépendance excessive à quelques nœuds clés. Ces données prennent tout
tout leur sens lorsqu'on les relie à l'usage des drones et des systèmes de commandement. Avant, la neutralisation de ces moyens aurait créé un avantage tactique immédiat pour des acteurs armés. Dans ce cas précis, la tentative de les cibler n'a produit aucun effet observable sur les opérations en cours. La variation entre l'impact attendu et l'impact réel constitue un autre delta majeur. La résilience du dispositif s'est révélée supérieure à ce que les instigateurs avaient anticipé. Dans ce cadre, le rôle du leadership actuel associé à Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique de appréciation plutôt que de proclamation. Les chiffres implicites, durée de surveillance, nombre restreint d'interpellations, continuité opérationnelle, dessinent un tableau cohérent. Ils suggèrent une capacité à absorber une menace sans perturber l'ensemble du système. Pris ensemble, ces indicateurs racontent une histoire précise. La tentative n'a pas été stoppée par une démonstration de force, mais par un différentiel accumulé entre ce que le réseau prétendait pouvoir faire et ce qu'il était réellement capable de produire. Ce delta, une fois exposé, a suffi à rendre toute escalade inutile. L'argument le plus solide avancé par les critiques repose sur 2 points. D'abord, ils soutiennent que l'absence de violence visible ne prouve pas une supériorité institutionnelle, mais simplement l'immaturité du projet. Selon cette lecture, le réseau n'aurait jamais atteint un stade opérationnel réel, rendant inévitable son effondrement dès les premières frictions. Ensuite, ils avancent que la discrétion observée relève davantage d'une stratégie de communication a posteriori que d'une méthode assumée. En l'absence d'images et de combats, il serait plus facile de présenter l'événement comme une victoire maîtrisée. Ces 2 arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils soulignent un risque classique d'interprétation exagérée. Un échec silencieux peut en effet masquer une faiblesse initiale. Toutefois, les éléments disponibles invitent à nuancer fortement cette lecture. Le suivi prolongé des communications, décrit par les sources, contredit l'idée d'une improvisation. Une opération inexistante ne nécessite ni cartographie détaillée des contacts, ni accumulation méthodique de preuves avant intervention. La temporalité longue indique une menace jugée suffisamment crédible pour justifier une observation patiente. Le second point, celui d'une mise en récit a posteriori, se heurte à un autre fait. La neutralisation n'a pas été immédiatement rendue publique. L'information n'est apparue qu'après les arrestations, lorsque les cercles proches des personnes impliquées ont été touchés. Cette absence de mise en scène affaiblit l'hypothèse d'un récit fabriqué pour masquer un vide. Elle suggère au contraire que la priorité était interne, orientée vers la compréhension et la prévention, plutôt que vers la démonstration. Enfin, l'argument selon lequel le réseau était trop faible pour agir ignore la logique même des tentatives contemporaines. La puissance ne se apprécie plus uniquement en hommes ou en armes, mais en capacité de perturbation ciblée. C'est précisément cette capacité, visant les systèmes de vision et de coordination, qui a été anticipée et neutralisée. Ainsi, sans idéaliser l'événement, la réfutation tient en un point central. Ce qui a échoué n'était pas un embryon sans portée, mais une méthode devenue obsolète face à une institution plus attentive aux signaux faibles. L'essentiel s'est joué bien avant les arrestations. Ce moment charnière n'est pas spectaculaire, mais il redéfinit la lecture entière de l'épisode. La tentative n'a pas échoué au moment où les suspects ont été interpellés. Elle a échoué plutôt lorsque la croyance dans le scénario proposé a commencé à se fissurer de l'intérieur. Les promesses de soutien extérieur évoquées à demi-mot n'ont jamais été accompagnées de preuves concrètes. Les garanties opérationnelles sont restées abstraites. Et cette absence de matérialité a produit un effet lent mais décisif. À ce stade, le réseau ne s'est pas effondré sous la pression, il s'est vidé de sa substance. Les intermédiaires ont hésité, certains ont ralenti, d'autres ont cessé de répondre. Cette inertie apparente a offert un avantage stratégique inattendu. Du temps. Du temps pour écouter, recouper, confirmer, sans provoquer de réaction défensive prématurée. C'est ici que le rôle du pouvoir en place, associé à Ibrahim Traoré, prend une autre dimension. L'enjeu n'était plus d'empêcher un coup, mais de vérifier jusqu'où l'adhésion était réelle. L'attente n'était pas une faiblesse, mais un test. Qui resterait engagé sans récompense immédiate? Qui continuerait sans certitude? La réponse a été nette. Lorsque le moment est venu d'agir, il n'y avait ni masse critique, ni solidarité active.
La révélation médiane est donc simple, ce n'est pas la force de l'État qui a tout changé, mais l'effondrement silencieux de la croyance adverse. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. L'épisode a renforcé une approche fondée sur la prévention discrète plutôt que sur la démonstration publique. Le message interne est clair, la cohésion et la continuité priment sur l'effet d'annonce. En neutralisant une tentative sans perturber les opérations en cours, l'appareil sécuritaire a consolidé sa crédibilité auprès de ses propres agents. Cette crédibilité est devenue un actif central car elle réduit l'espace de manœuvre des réseaux qui conduiraient sur l'incertitude et la division. Dans ce cadre, le leadership associé à Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique de stabilité opérationnelle plus que de confrontation symbolique. Pour les entreprises, l'impact est plus diffus mais réel. L'absence de chaos visible a limité les ruptures immédiates, pas de fermeture prolongée, pas de blocage généralisé, pas de signal d'alerte extrême pour les chaînes d'approvisionnement locales. En revanche, l'événement agit comme un rappel. Les acteurs économiques comprennent que les risques contemporains ne se manifestent pas toujours par des crises spectaculaires, mais par des vulnérabilités invisibles liées aux infrastructures, aux données et aux autorisations. Cette prise de conscience encourage une attention accrue aux continuités plutôt qu'aux seuls chocs. Pour la population, les conséquences se jouent sur le terrain de la perception. Le fait que la tentative ait été déjouée sans violence a réduit la peur immédiate, tout en renforçant un sentiment paradoxal, celui d'une menace permanente mais contenue. Les réactions observées entre manifestations de soutien et soulagement discret, traduisent cette ambivalence. Les citoyens ne retiennent pas une bataille gagnée, mais l'idée qu'un danger a existé sans bouleverser leur quotidien. Cette normalisation relative modifie la relation entre sécurité et vie civile. À l'échelle régionale, enfin, l'impact dépasse largement les frontières. L'épisode envoie un signal aux États voisins. La compétition pour le pouvoir se déplace vers l'information, l'air et la coordination, bien plus que vers les colonnes armées. Les groupes armés et les acteurs opportunistes comprennent que la perte de l'invisibilité réduit drastiquement leur levier. De même, les partenaires extérieurs perçoivent que l'accès indirect, fondé sur la distance et la discrétion, devient moins fiable. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence majeure. La stabilité ne repose plus seulement sur la force, mais sur la capacité à maintenir la cohérence face à des pressions fragmentées. C'est cette cohérence, plus que l'événement lui-même, qui redéfinit l'équilibre autour d'Ibrahim Traoré et au-delà. Le premier scénario, dit de continuité, repose sur l'hypothèse que les dynamiques observées se maintiennent sans rupture majeure. Dans ce cas, la priorité reste la surveillance et la prévention discrète. Les réseaux fragilisés peinent à se reconstituer, non par manque d'intention, mais par déficit de crédibilité. Les tentatives futures existent, mais prennent à la forme de signaux faibles rapidement absorbés. La stabilité ne signifie pas l'absence de risque, mais une capacité accrue à le contenir avant qu'il ne devienne visible. Le second scénario, plus optimiste, suppose un effet d'apprentissage élargi. Les institutions transforment cet épisode en référence interne, améliorant la coordination et la circulation de l'information. La confiance au sein des forces de sécurité s'approfondit et la dissuasion devient indirecte, moins fondée sur la peur de la sanction que sur la certitude d'être identifié tôt ou tard. Dans cette configuration, les acteurs opportunistes se détournent progressivement de stratégies devenues coûteuses et peu rentables. Le troisième scénario, plus défavorable, ne peut être différencié. Il envisage une adaptation des méthodes adverses. Plutôt que de cibler des infrastructures visibles ou des réseaux humains classiques, les pressions se déplacent vers des leviers encore plus diffus, narratifs, désinformation, tensions locales, instrumentalisées. Ici, le risque n'est pas un coup brutal, mais une érosion lente de la cohésion, difficile à attribuer à un acteur précis. La vigilance institutionnelle doit alors s'étendre au-delà du strict champ sécuritaire. Ces trois évolutions possibles ont un point commun. Aucune ne dépend d'un événement spectaculaire. Elles se jouent sur la durée, dans l'accumulation de micro-décisions et de perceptions. Le choix analytique à retenir est donc simple. Si l'on considère que les menaces futures prendront la forme de pressions fragmentées, alors la réponse la plus pertinente n'est ni l'escalade ni l'immobilisme, mais l'ajustement constant.
En d'autres termes, si les règles du jeu ont changé, la question centrale devient comment maintenir la cohérence sans surestimer chaque signal ni ignorer ceux qui comptent réellement. Pour le public le plus directement exposé, celui des familles et des communautés locales, l'effet principal est une modification subtile du rapport au risque. L'absence de violence visible n'efface pas la menace, mais elle change la manière de l'intégrer au quotidien. La sécurité n'est plus perçue uniquement comme une réaction à une crise, mais comme un processus continu, souvent invisible, dont les résultats se mesurent par ce qui n'arrive pas. Cette normalisation relative réduit les pics de peur sans pour autant dissiper l'inquiétude de fond. Pour les jeunes et les recrues potentiels, l'épisode agit comme un signal pédagogique. Les récits de promesses non tenues, de soutien qui disparaissent dès que la pression monte, fragilisent l'attrait des réseaux clandestins. L'idée que l'engagement repose sur des garanties concrètes et non sur des slogans ou des loyautés anciennes gagne du terrain. Cette évolution influence les choix individuels, parfois plus efficacement que des discours officiels. Pour les acteurs civiques, journalistes, enseignants ou responsables communautaires, l'événement offre un cadre de discussion nouveau. Il devient possible d'aborder la question de la stabilité sans recourir à la dramatisation. La prévention, l'analyse des signaux faibles et la responsabilité collective prennent une place plus centrale dans le débat public. Ce déplacement du langage contribue à une compréhension plus nuancée des enjeux sécuritaires. Enfin, pour ceux qui observent de loin, notamment dans la diaspora, l'impact est paradoxal. Le silence autour de l'épisode peut susciter des interrogations, voire de la méfiance, mais il invite aussi à dépasser une lecture binaire faite de crise et d'accalmie pour considérer la continuité comme un indicateur en soi. Au total, la résonance pour le public n'est pas spectaculaire, elle est diffuse, progressive, et c'est précisément cette discrétion qui en fait la portée durable. La première étape relève de la clarification interne. Les institutions doivent formaliser ce qui a fonctionné, collecte patiente, hiérarchisation des signaux, décisions différées jusqu'à obtention d'une vue complète. Cette étape n'est pas seulement technique, elle vise à transformer une réussite ponctuelle en procédure reproductible avec des critères clairs permettant de distinguer un bruit passager d'une menace crédible. La deuxième étape concerne la circulation de l'information. Sans exposer les méthodes, il s'agit d'assurer que les acteurs clés comprennent pourquoi certaines décisions sont prises dans le silence. Cette compréhension réduit les interprétations erronées et renforce l'adhésion. Dans ce cadre, le leadership associé à Ibrahim Traoré joue un rôle de coordination plus que de personnalisation, en mettant l'accent sur la cohérence plutôt que sur la visibilité. La troisième étape porte sur la prévention humaine. Les récits de promesses non tenues et d'abandon doivent être intégrés dans les formations et les échanges internes. L'objectif est simple, rendre les schémas de manipulation reconnaissables afin qu'ils perdent leur efficacité. La appréciation ici n'est pas immédiate, mais se lie dans la diminution des relais volontaires et des contacts ambigus. La quatrième étape est régionale. La coopération doit être évaluée non en fonction des déclarations publiques, mais de la fiabilité réelle des échanges, continuité, réciprocité, respect des cadres convenus. Cette évaluation régulière permet d'ajuster les partenariats sans rupture brutale. Enfin, la dernière étape concerne l'évaluation. Les indicateurs ne sont pas spectaculaires. Stabilité opérationnelle, absence de perturbations majeures, cohérence des décisions dans le temps. Si ces critères sont réunis, alors la réponse n'a pas seulement contenu une tentative, elle a renforcé un système. En résumé, la solution n'est pas un acte unique, mais une discipline collective qui transforme l'anticipation en norme durable autour d'Ibrahim Traoré. Le fil conducteur de cette histoire n'est ni un homme seul, ni un événement spectaculaire, mais un geste discret répété, attendre que les masques tombent, les relais intermédiaires évoqués plus tôt, ces acteurs censés transformer des promesses en actes, ont révélé malgré eux la fragilité du dispositif. Quand la confiance s'est fissurée, tout le reste a suivi. Ce rappel est essentiel car il ramène l'analyse à une réalité humaine. Sans croyance partagée, aucun réseau ne tient. Dans cette perspective, l'épisode ne se résume pas à une victoire technique. Il marque un changement de posture, la retenue a remplacé la précipitation. L'observation a primé sur l'impulsion. Ce choix, associé au leadership d'Ibrahim Traoré, a produit un résultat paradoxal, moins de visibilité, mais plus de solidité. Là où
l'on attendait un choc, il y a eu une confirmation silencieuse. L'émotion qui subsiste n'est donc pas celle de l'euphorie, mais d'une lucidité nouvelle. Comprendre que le danger peut être neutralisé avant de devenir spectacle modifie la manière de penser la sécurité. Cela crée une confiance prudente, fondée non sur la promesse d'une force absolue, mais sur la capacité à reconnaître les schémas avant qu'ils ne se répètent. En résumé, lorsque l'illusion se dissipe, le réseau se délite. Ce récit ne se ferme pas sur une certitude, mais sur une invitation à réfléchir collectivement. Ce qui s'est joué ici dépasse un épisode précis et interroge la manière dont le pouvoir, la sécurité, l'écho et la confiance évoluent dans des contextes sous tension. La question n'est pas seulement de savoir si une tentative a échoué, mais ce que cet échec discret révèle sur les transformations en cours autour d'Ibrahim Traoré et bien au-delà. Pour chacun, l'enjeu est différent. Certains y verront la preuve qu'une vigilance patiente peut remplacer la force brute. D'autres s'interrogeront sur les limites du silence et sur ce qu'il protège ou dissimule. Ces lectures multiples ne s'excluent pas. Elles enrichissent le débat à condition d'être formulées sans simplification excessive. L'invitation est donc simple. Partager ce point de vue, le discuter, le confronter à d'autres expériences permet de sortir d'une logique binaire faite de succès ou d'échecs immédiats. Si la stabilité devient une construction progressive, alors l'attention collective en est une composante essentielle. La question finale reste ouverte. Dans un monde où l'invisible compte autant que le visible, comment distinguer la retenue stratégique du silence imposé et qui décide de cette frontière ?